Dans beaucoup de pays d'Asie, il existe une croyance selon laquelle on pourrait élever des esprits ou des entités surnaturelles afin de pouvoir demander en échange tout ce que l'on désire. Comme vous vous en doutez, cette pratique n'est pas sans danger. Bienvenue sur Horreur d'Asie, je suis votre narrateur, Patrick. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Taipei, dans un endroit où personne ne s'attend à croiser l'invisible, une petite clinique dentaire. Et pourtant, dès que la nuit tombe, le sous-sol de cette clinique semble s'animer. Avant de démarrer, n'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Cette histoire a été partagée il y a quelques années par une jeune Taïwanaise. Pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Mei Ling. À l'époque, Mei Ling travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire privée, dans un immeuble du centre de Taipei. Un rez-de-chaussée banal, une vitrine éclairée au néon, des patients qui entrent, qui sortent et l'odeur familière de désinfectant. Rien de plus normal. Cette clinique avait une particularité. Elle possédait son propre sous-sol, mais pas un simple local technique. C'était un véritable espace de détente réservé au personnel. Une grande banquette, une télévision, une machine à café, quelques casiers et, posé près du meuble TV, un petit hôtel discret sur lequel reposait une statue de Guanyin. Guanyin, dans le folklore local, est une figure de vénération religieuse, souvent représentée par une statue aux 1000 bras que l'on voit souvent dans les commerces à Taïwan. Cette statue aura son importance dans la suite de notre histoire. Mei Ling se souvient encore de sa première visite au cabinet. La salle d'attente était étroite mais propre, avec des chaises en plastique et une vitre qui donnait sur la rue. Dans Taipei, les magasins au rez-de-chaussée ne ferment jamais vraiment. Les scooters passent, les enseignes clignotent, et même tard, on entend des pas. Mei Ling adorait cet emploi. La clinique n'était pas dans le quartier le plus surchargé, donc le rythme restait humain. L'équipe était soudée, les dentistes sympathiques, l'ambiance presque familiale. Le propriétaire, le docteur Lin, était du genre à laisser respirer ses employés. Tant que les patients étaient bien traités et que la clinique tournait, il ne cherchait pas à contrôler chaque détail. Pour Mei Ling, ce n'était pas aller au travail, c'était passer la journée avec des gens qu'elle appréciait. Quelques années passèrent, sans histoire, puis tout changea. Les journées suivaient une routine rassurante. Mei Ling préparait les dossiers, appelait les patients, gérait les paiements, puis passait parfois au sous-sol, chercher un café quand la file se calmait. On descendait, on soupirait, on s'étirait, on plaisantait sur les rendez-vous difficiles. Le sous-sol permettait ce moment de respiration. Un matin, le docteur Lin annonça qu'il partait une semaine en Thaïlande pour affaires. Il voyageait souvent là-bas. Avant de partir, il demanda simplement à l'équipe de faire tourner la clinique comme d'habitude. Comme il était lui-même praticien, ses rendez-vous furent décalés. La semaine s'annonçait plus calme et l'organisation fut ajustée. D'ordinaire, Mei Ling travaillait à l'accueil avec une autre réceptionniste, son amie Jiayu. Elles étaient proches au point de se retrouver aussi en dehors du boulot. Mais pendant l'absence du propriétaire, elles alternèrent les journées. Certaines soirées, l'une se retrouvait à fermer seule. Un soir, ce fut le tour de Jiayu. Les derniers patients étaient partis, les dentistes avaient quitté les lieux et Jiayu attendait son petit ami qui devait venir la chercher pour dîner. Plutôt que de patienter dans la rue, elle décida de descendre au sous-sol. Elle abaissa les grilles métalliques de la façade à mi-hauteur, verrouilla la porte, puis descendit. Elle s'enfonça dans la banquette et alluma la télévision. Le son remplissait la pièce, juste assez pour masquer les bruits de l'immeuble au-dessus. Pendant quelques minutes, tout sembla normal. Ce soir-là, Jiayu était déjà un peu nerveuse. L'immeuble avait un couloir commun qui résonnait et il arrivait que des voisins claquent des portes. En fermant, on entend aussi parfois les ascenseurs, les tuyaux et le ronronnement lointain des climatisations. Jiayu se disait qu'elle avait juste envie de finir sa journée en paix, de manger et de rentrer. Puis, soudain, un fracas violent retentit à l'étage. Quelqu'un frappait sur les grilles, fort, avec insistance, comme si on voulait forcer l'entrée. Jiayu se redressa d'un bond. L'écho du métal vibrait dans tout le cabinet. Son premier réflexe fut de penser à un patient furieux. À Taipei, certains viennent sans rendez-vous et insistent. Mais la violence des frappes ne ressemblait pas à une impatience ordinaire. C'était comme si on voulait faire trembler le métal, comme si on voulait qu'on ouvre, coûte que coûte. Elle remonta 4 à 4, le cœur serré, ouvrit la porte, releva la grille.
il n'y avait personne. La rue était presque vide, seulement quelques silhouettes au loin. Aucun rire, aucun pas qui s'éloigne, aucune excuse, rien. Jiayu resta un instant sur le seuil, scrutant de gauche à droite, puis se dit que ce devait être des jeunes qui s'amusaient. Elle referma, rabaissa la grille et redescendit. En descendant, quelque chose la frappa, le silence. Elle était certaine d'avoir laissé la télévision allumée. Pourtant, quand elle arriva au sous-sol, l'écran était noir. Elle s'arrêta, hésita, puis se convainquit qu'elle avait peut-être éteint sans y penser ou appuyé sur la télécommande en se levant. La fatigue joue des tours. Elle se rassit et tendit la main vers la télécommande. À cet instant, toutes les lumières du sous-sol s'éteignirent d'un coup. Pas une pénombre progressive, une coupure nette, comme si quelqu'un avait volontairement basculé l'interrupteur. Jiayu sentit son ventre se nouer. Un froid la traversa. Dans la noirceur, elle chercha l'interrupteur à tâtons, mais l'idée de rester une seconde de plus l'étouffait. Elle imagina une présence juste derrière la banquette ou près de l'autel. Et surtout, elle avait entendu, ou crut entendre, un petit clic sec, le son exact d'un interrupteur qu'on abaisse. Ce détail lui donna la certitude qu'elle n'était pas seule. Elle n'a pas réfléchi. Elle a couru. Elle a remonté l'escalier, traversé la clinique, a ouvert la porte et s'est précipitée dans l'épicerie, juste à côté, ouverte 24 heures sur 24, là où il y a toujours quelqu'un derrière le comptoir où la lumière ne s'éteint jamais. Les mains tremblantes, elle appela Mei-Ling. Son amie était en repos ce jour-là. Quand elle décrocha et entendit ce récit, elle éclata de rire, la traita de peureuse et promit de passer. Par chance, Mei-Ling était déjà dehors pour faire des courses, tout près. Quelques minutes plus tard, Mei-Ling arriva. Jiayu se jeta presque dans ses bras, soulagée. Mei-Ling plaisanta. « C'est sûrement un problème de fusible, ne fais pas ta chochotte. » Mais Jiayu secoua la tête. Elle connaissait le bruit sec de l'interrupteur du sous-sol. Elle l'avait entendu. Pour elle, quelqu'un avait coupé la lumière. Le petit ami de Jiayu arriva au même moment. Mei-Ling proposa alors une solution simple. Jiayu et son petit ami partèrent dîner et Mei-Ling fermerait la clinique à sa place, vite fait, histoire de rendre service. Jiayu la remercia encore, mais son regard ne cessait de glisser vers la porte de la clinique comme si elle redoutait que quelque chose sorte de l'ombre. Mei-Ling entra donc dans la clinique seule, et presque immédiatement, une odeur l'agressa, une puanteur aigre, lourde, qui vous colle au fond de la gorge. Elle marcha lentement, renifla l'air, cherchant d'où ça venait. L'odeur était si forte que Mei-Ling eut un haut le cœur. Elle pensa d'abord à des déchets oubliés, à un problème de canalisation ou à une nourriture laissée dans le sous-sol. Elle ouvrit même les petites poubelles, regarda derrière le comptoir et passa près des salles de soins, là où l'odeur de désinfectant est d'ordinaire dominante. Mais cette odeur-là était différente, plus animale, plus agressive. Plus elle s'approchait de l'escalier menant au sous-sol, plus l'odeur devenait intense. Sur la deuxième ou la troisième marche, elle le vit. Un énorme rat sans vie, gonflé, raide, comme s'il était là depuis un moment. Mei-Ling resta figée. Comment Jiayu avait-elle pu ne pas le voir? Elle avait travaillé toute la journée, elle était forcément passée par là. Mei-Ling prit un balai, un sac et s'en débarrassa en grimaçant. Une fois dehors, elle rappela Jiayu. « Tu n'as pas senti l'odeur? Tu n'as pas vu le rat ?» Jiayu répondit, déconcerté. « Quel rat? Il n'y avait rien. » Mei-Ling ne sut pas quoi penser. Elle verrouilla tout et rentra chez elle, avec une sensation désagréable au creux de l'estomac, comme si la clinique l'avait suivie du regard. Le lendemain, c'était au tour de Mei-Ling de fermer seule. La journée fut tranquille, une routine de rendez-vous, de factures, de coups de téléphone. Mais à l'approche de la fermeture, alors qu'elle comptait l'argent de la journée pour le mettre au coffre, quelque chose se produisit. Les lumières de la clinique s'éteignirent. Toutes. Cette fois, pas seulement le sous-sol, tout le cabinet. Surprise, Mei-Ling laissa échapper la pile de billets qu'elle comptait. Elle entendit le froissement et le bruit sec des billets qui se dispersent sur le sol. Son premier réflexe fut de courir vers l'interrupteur, mais elle s'arrêta. Il ne s'agissait pas de quelques pièces, mais d'une somme importante. Si de l'argent manquait, elle serait incapable de l'expliquer. Alors, dans la semi-obscurité éclairée par la rue, elle s'agenouilla pour ramasser les billets, à tâtons, les mains balayant le carrelage. Elle ne trouva rien. Pas un billet, pas même sous le comptoir. Son souffle s'accéléra. Elle se remit à chercher. Rien. Alors elle se redressa et se précipita vers l'interrupteur.
Le bouton avait été basculé, pas un problème électrique. Quelqu'un ou quelque chose avait éteint la lumière. Mei Ling appuya sur l'interrupteur. Les néons clignotèrent, puis s'allumèrent. Elle revint au comptoir et regarda le sol. Toujours rien, pas de trace d'argent. Elle ouvrit le coffre, le cœur battant. L'argent était là, posé au centre du coffre, bien aligné en une pile nette, comme si une main invisible avait pris le temps de tout rassembler et de le déposer à l'intérieur. Mei Ling sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas ouvert le coffre avant. Elle resta immobile, les yeux fixés sur la pile. Puis, d'un geste mécanique, elle referma et verrouilla et quitta la clinique sans se retourner. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, le lieu allait tester les limites de ceux qui y travaillaient. Quand le docteur Lee revint de Thaïlande, la clinique devint plus animée. Il recruta de nouveaux dentistes, jeunes, proches de l'âge de Mei Ling et Jia Yu, et l'ambiance sembla reprendre de la couleur. Les nouveaux dentistes apportèrent de l'énergie. Ils plaisantaient, mettèrent de la musique douce entre deux patients et proposèrent parfois de descendre au sous-sol pour partager un café. Mei Ling et Jia Yu y allaient encore, mais elles évitèrent d'y rester seules. Sans le dire, elles s'étaient mises à attendre que l'autre descende en même temps, comme si la présence d'un témoin rendait l'endroit moins dangereux. Un soir, après une journée moins chargée, Mei Ling proposa de dîner sur place avant de rentrer. Jia Yu était d'accord, et un des nouveaux dentistes, le docteur Liang, restait encore pour terminer quelques dossiers. Ils commandèrent du poulet frit et descendirent tous les trois au sous-sol, dans ce fameux salon du personnel. Ils posèrent les sacs sur la table basse, s'assirent, mangèrent, bavardèrent. Rien de lourd au départ, des petites anecdotes, des potins, des nouvelles de Taipei. Mei Ling et Jia Yu rirent, détendus, comme si les derniers jours n'avaient été qu'un mauvais passage. Puis, sans prévenir, le docteur Liang posa une question étrange. « Vous croyez qu'il existe un autre monde, juste à côté du nôtre ?» Mei Ling comprit immédiatement qu'il parlait des esprits. Elle répondit prudemment qu'elle n'excluait pas le surnaturel. Le docteur Liang sembla soulagé, comme s'il cherchait depuis longtemps quelqu'un à qui parler. Il leur confia que ses parents tenaient un temple dans une région rurale et qu'il avait grandi entouré de rites, d'encens et d'histoires. Depuis l'enfance, il se disait plus sensible que les autres. Or, depuis qu'il travaillait ici, il se sentait souvent vidé. Et surtout, au sous-sol, la sensation était plus lourde, plus dense, comme un air trop épais. Il raconta alors un incident survenu quelques jours plus tôt, un jour calme, sans patient, où seules quelques personnes se relayaient. Il avait apporté sa console de jeu et l'avait branchée à la télévision du sous-sol pour passer le temps. Assis sur la banquette, manette en main, il jouait en attendant un rendez-vous. Au bout d'un moment, une fatigue brutale l'avait frappé. Il avait mis le jeu en pause, s'était laissé tomber en arrière en se disant qu'il fermerait juste les yeux 1 minute. Mais ce ne fut pas un repos normal. Il eut la sensation d'être coincé entre l'éveil et le sommeil, conscient mais incapable de bouger. Dans cet état, il entendit une voix venant de l'étage, la voix de Jia Yu. « Docteur Liang, il y a un patient pour vous. Vous pouvez monter ?» La phrase était claire, familière. Pourtant, quelque chose sonnait faux, comme si le ton était légèrement décalé, trop plat, trop loin. Il voulut répondre. Sa bouche ne bougea pas. Il voulut se lever. Son corps resta lourd, figé. Il ne pouvait bouger que les yeux. Et c'est là qu'il entendit un petit rire, doux et irritant, près de la télévision. Un rire qui n'était pas vraiment humain. Dans le coin de la pièce, une ombre commença à se former, une silhouette à la forme d'une femme, se détachant lentement de la pénombre du mur. La silhouette ne marchait pas. Elle dansait, des mouvements lents, précis, presque ritualisés, rappelant une danse traditionnelle d'Asie du Sud-Est avec les bras qui se plient et se déplient, les doigts qui s'étirent, comme si chaque geste suivait une musique que lui seul ne pouvait pas entendre. Le docteur Liang, paralysé, la regardait se rapprocher. À mesure qu'elle avançait, des détails apparurent. Le visage restait sombre, mais il distinguait un maquillage exagéré, des sourcils tracés hauts, épais, comme sur les masques d'opéra, et des lèvres rouges, dessinées en un sourire trop grand, trop figé, trop parfait. Le rire continuait, en boucle. L'ombre s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de lui. Il sentit la sueur couler dans son dos. Il voulait fermer les yeux, mais n'y arrivait pas. Le sourire semblait s'élargir encore, comme si la peau ne suivait plus. Et juste quand il pensa qu'elle allait le toucher, une main tapota son épaule. Tout se brisa. Le docteur Liang inspira violemment et se redressa, comme arraché à un cauchemar. Jia Yu se tenait près de lui, perplexe. « Je t'appelle depuis un moment. Tu fais quoi ? Le patient attend. » Elle expliqua qu'elle l'avait trouvé allongé, les yeux ouverts, comme absent.
Il demanda si elle avait vu quelqu'un, une femme, une ombre. Jiayu jura qu'il n'y avait personne, rien que lui, immobile. Après avoir raconté ça, le docteur Liang ajouta qu'il avait appelé son père le soir même. Son père lui avait conseillé de porter un talisman qu'il lui avait donné, de ne jamais l'enlever au travail et de ne pas répondre à ceux qui cherchent à attirer l'attention. Mei Ling et Jiayu échangèrent un regard. Elles étaient mal à l'aise et un peu en colère aussi. Pourquoi raconter ça maintenant, ici, au sous-sol, sur cette banquette? Après cette confession, le docteur Liang changea vraiment. Il faisait son travail, mais il évitait de descendre au sous-sol. S'il devait y aller, il s'arrangeait pour être accompagné ou il envoyait quelqu'un chercher ce dont il avait besoin. Il portait parfois une petite cordelette ou un pendentif sous son col. Et quand Mei Ling le croisait dans le couloir, elle voyait dans ses yeux une fatigue nerveuse, celle de quelqu'un qui ne dort plus correctement. 2 semaines plus tard, le docteur Liang démissionna. Officiellement, il avait reçu une offre plus proche de sa famille. C'est courant dans le milieu. Mais le timing paraissait étrange. Mei Ling ne put s'empêcher de penser à cette ombre qui dansait et à la façon dont il avait évité le sous-sol après cette soirée, comme si la simple vue de l'escalier lui donnait envie de reculer. Le calme revint, quelques jours. Puis, une extraction de dents, de sagesse, finalement reportée, libéra une journée entière. Mei Ling eut une idée. Amener son chiot à la clinique. L'équipe serait détendue. Chacun pourrait jouer avec l'animal au sous-sol et l'ambiance peut-être s'allégerait. Le chiot passa l'après-midi dans le salon. Il reniflait, trottinait, mordillait ses jouets et, chose surprenante, il ne montra aucune agitation particulière. Pas d'aboiement vers un coin vide, pas de poils hérissés. Mei Ling, rassurée, installa même une petite caméra pour animaux dans le sous-sol, afin de pouvoir surveiller le chiot depuis le comptoir. La journée s'acheva sans incident. Le soir, Mei Ling rentra chez elle, puis réalisa qu'elle avait oublié la caméra au sous-sol. Elle pensa un instant retourner la chercher, mais la clinique était fermée et verrouillée. Elle se coucha. Vers 3 heures du matin, son téléphone vibra. Une notification, mouvement détecté. Mei Ling se redressa, le cœur serré. La clinique était censée être vide et fermée. Un bug ou quelqu'un était entré. Elle ouvrit l'application et regarda le flux vidéo. L'image était verdâtre, la vision nocturne de la caméra. Le sous-sol apparaissait vide. Puis, Mei Ling remarqua que la télévision était allumée, une lumière froide clignotait sur les murs, et dans un coin de l'écran, une forme bougea, une silhouette, pas un pas, un mouvement lent, comme une danse. Mei Ling zooma du bout des doigts. La silhouette se tourna, comme si elle avait senti le regard à travers l'écran. Elle fixa directement la caméra. Même dans ce noir granuleux, Mei Ling distingua le sourire trop large, les lèvres rouges, et surtout ses sourcils tracés hauts, grotesques, théâtraux. La silhouette s'approcha. Son visage envahit le cadre, jusqu'à remplir l'écran du téléphone. Et puis, le rire. Mei Ling n'entendait pas le son à travers la vidéo, mais elle voyait la bouche bouger comme si elle répétait la même expression, encore et encore, avec une joie déformée. Derrière elle, dans la profondeur du sous-sol, d'autres ombres apparaissaient, plusieurs. Elles semblaient toutes danser, en rythme, comme un rituel silencieux. Mei Ling ferma l'application d'un geste brusque. Elle posa le téléphone loin d'elle, comme s'il brûlait. Elle ne dormit plus. La nuit, les minutes s'étirèrent. À l'aube, elle avait envie d'appeler pour se faire remplacer. Mais le docteur Lin devait travailler ce jour-là. Tout le monde devait être présent. Dans l'après-midi, Mei Ling prit son courage à 2 mains. Elle réunit Jiayu et avec elle expliqua tout devant l'équipe, les grilles frappées, la télévision éteinte, la lumière coupée, le rat apparu sur les marches, l'argent déplacé dans le coffre, l'histoire du docteur Liang et enfin les images de la caméra à 3 heures du matin. À mesure qu'elle parlait, les visages blanchissaient. Jiayu avoua qu'elle pensait sérieusement démissionner. D'autres dentistes prirent la parole. Certains n'avaient rien vécu de net, mais plusieurs avaient aperçu, du coin de l'œil, une forme au sous-sol, un mouvement près de la télévision, une présence dans un angle, et chaque fois qu'ils se retournaient, il n'y avait plus rien. Mei Ling craignait la réaction du docteur Lin. Elle avait peur qu'il se moque, qu'il accuse l'équipe de se monter la tête. Mais il resta silencieux. Il écouta, sans interrompre, sans sourire, le regard fixe. Puis il sortit de la clinique et passa un long coup de téléphone, si long que tout le monde se tut. Quand il revint, il ne dit toujours rien. Il descendit directement au sous-sol. Quelques minutes passèrent, puis il remonta en tenant un objet enveloppé dans des journaux, serré contre lui, à peu près de la taille d'un grand vase. Il le porta dehors sans explication, comme si les murs pouvaient l'entendre. Il revint ensuite avec des enveloppes rouges. Une par une, il les remit aux employés, en s'excusant pour la gêne occasionnée.
À Taïwan, ce geste n'est pas neutre. C'est une manière de calmer, d'apaiser, de porter chance. Comme si l'argent pouvait servir de barrière contre une malchance qui s'invite. Personne n'osa poser de questions. Mais tout le monde comprit une chose. Le docteur Lin ne faisait pas ça pour rien. Il annonça que la clinique fermerait plus tôt ce jour-là. Tout le monde devait rentrer. Il promit qu'il expliquerait bientôt. Le soir, Mei-Ling et Jia-Yu allèrent dîner ensemble et passèrent la soirée à refaire les scènes, à se demander ce qu'il avait retiré du sous-sol. Jia-Yu était persuadé que c'était la statue de Guanyin aux 1000 bras, celle de l'hôtel. Le lendemain, aucune nouvelle. Le docteur Lin ne répondit ni aux messages ni aux appels. Pourtant, les rendez-vous étaient à programmer, le planning rempli. L'équipe revint donc travailler, mais l'atmosphère était glaciale. Les dentistes terminèrent leur consultation puis partaient dès qu'ils le pouvaient, comme si rester une minute de plus était un risque inutile. Le soir, il ne resta bientôt plus que Mei-Ling et Jia-Yu pour fermer. Une fois l'argent rangé, elles se regardèrent. « Tu es allé au sous-sol aujourd'hui » demanda Jia-Yu. Mei-Ling répondit qu'elle y avait juste posé ses affaires le matin sans vraiment regarder. Elles décidèrent d'y descendre ensemble parce que leur sac était là et parce qu'elles voulaient enfin savoir ce qui avait été enlevé. En bas, l'air semblait plus froid. Elles marchèrent vite, presque sans parler, puis elles virent l'hôtel près de la télévision. Il était vide. La statue avait disparu. Mei-Ling sentit un soulagement étrange, immédiat, mais un détail attira son attention. Sur un porte-manteau pendait une blouse blanche. Une étiquette brodée indiquait « Dr Liang ». Il avait oublié sa blouse en partant. Mei-Ling s'approcha et aperçut un papier dépassant de la poche. Sans vraiment réfléchir, elle le tira et le glissa dans sa propre poche, comme si elle voulait découvrir ce que le docteur Liang avait laissé derrière lui. Les deux femmes remontèrent rapidement. Dehors, dans la lumière du soir, Mei-Ling sortit enfin le papier. Ce n'était pas une note, c'était un dessin. Un croquis rapide d'une figure en costume de théâtre thaïlandais, ornements sur la tête, vêtements complexes et ce visage au maquillage exagéré. Et par-dessus, un grand X, griffonné, violent, comme si quelqu'un avait voulu rayer l'image du monde. Mei-Ling eut un frisson. Elle replia le papier en regrettant instantanément de l'avoir pris. À ce moment, Jia-Yu pâlit. « Mince, j'ai oublié mon téléphone dans la salle de soins. » Elle se rappela l'avoir posé sur un plateau après avoir nettoyé le fauteuil. « Je reviens tout de suite. » Mei-Ling l'attendit près de la porte, le dessin serré dans sa poche, comme une preuve qu'elle ne voulait pas garder. Quelques secondes plus tard, un bruit sec, un souffle étouffé, puis un gémissement. Mei-Ling se précipita à l'intérieur. Elle trouva Jia-Yu accroupie près de la salle de soins, les mains sur le visage, tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jia-Yu pointa le fauteuil dentaire au centre de la pièce. Mei-Ling regarda. Il était vide. Mais Jia-Yu murmura. Il y avait une femme, assise là, la bouche grande ouverte, comme pour un soin. Elle m'a regardé et elle a souri. Un sourire trop large. Un sourire qu'on n'offre pas à quelqu'un qu'on vient de surprendre. Mei-Ling ne posa pas d'autres questions. Elle attrapa le téléphone de Jia-Yu sur le comptoir et elles sortirent en courant. Dehors, elles n'osèrent pas se retourner. Elles rentrèrent chez elles avec une certitude. La statue n'était pas le seul problème. Cette nuit-là, Mei-Ling écrivit à quelques dentistes proches. Le message circula très vite. Le lendemain, les annulations commencèrent. Personne ne voulait revenir. Et le plus inquiétant, impossible de joindre le docteur Lin. Ses appels restaient sans réponse. Les messages étaient lus tard, parfois pas du tout. Pour l'équipe, c'était la goutte de trop. Plusieurs jours passèrent, sans que personne ne mette les pieds dans la clinique. Puis, enfin, un message du docteur Lin arriva. Il demandait à tout le monde de venir le lendemain matin. Il promettait d'être présent et de donner une explication complète. Les employés hésitèrent, mais la curiosité et le besoin de comprendre l'emportèrent. Le lendemain, ils se retrouvèrent tous dans la clinique. Le docteur Lin était là. Il avait l'air épuisé, amaigri, avec des cernes sombres, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il ne semblait pas vouloir parler, mais face à l'équipe, il finit par se lancer, la voix basse, presque honteuse. Cette clinique n'était pas sa seule clinique, il en possédait plusieurs. Il avait bâti tout ça à force de travail, mais dit-il, la réussite change parfois la façon dont on voit le monde. Quand on goûte à l'aisance, on veut encore plus. Plus de patients, plus d'extensions, plus de nouvelles adresses. Lors d'un de ses voyages en Thaïlande, quelqu'un l'avait présenté à un homme se disant spécialiste de pratiques spirituelles.
un chaman, un intermédiaire. L'homme affirmait pouvoir l'aider à attirer la prospérité et la chance par des moyens qui ne passent tant pas par la stratégie ou le marketing, mais par un pacte. Il s'est laissé tenter, comme si on lui offrait un raccourci, un code secret pour accélérer la réussite. Un rituel eut lieu, des offrandes furent faites. Et, au départ, ça sembla fonctionner. Les rendez-vous se remplirent, les patients affluèrent, les revenus augmentèrent. Mais le chaman réclamait toujours plus d'argent pour entretenir ce qu'il avait mis en place. Le docteur Lin finit par se dire que tout allait bien désormais et qu'il n'avait plus besoin de payer. Il le renvoya. À l'instant où il prononça ces mots, un silence pesant tomba sur la salle, parce que même ceux qui ne croient pas aux esprits savent une chose. Quand on accepte une aide obscure, on ne choisit pas librement le moment d'arrêter. Le docteur Lin admit qu'après avoir coupé les liens, tout s'était dégradé. D'abord chez lui, disputes, problèmes de santé, nuits agitées, puis à la clinique, des signes, des présences, des phénomènes qui semblaient viser le sous-sol. Il expliqua alors que la statue au sous-sol n'était pas décorative. Elle faisait partie des instructions données par le chaman. Un point d'ancrage, un réceptacle, un objet censé accueillir ce qui avait été appelé et le garder en place. La statue, sans être consacrée selon les rites habituels, n'était qu'une enveloppe. Et dans cette enveloppe, quelque chose avait été enfermé, puis laissé sans contrôle. Quand les incidents avaient commencé, le docteur Lin avait paniqué. Il avait retiré la statue, l'avait emballée et était retourné en Thaïlande pour supplier le chaman d'annuler ce qu'il avait déclenché. Mais selon lui, le chaman avait refusé. Il aurait dit que c'était trop tard, que ceux qui avaient été invités avaient eu le temps de se nourrir, de grandir, et que certaines présences, une fois libérées, deviennent presque impossibles à contenir. Le docteur Lin tenta de promettre qu'il réglerait la situation. Il parla de rénovation, de purification, de nouveaux projets. Il promit aussi des augmentations si tout le monde restait. Mais l'équipe voyait bien son regard. Il avait peur. Et cette peur n'était pas celle d'un chef inquiet pour son entreprise. C'était la peur de quelqu'un qui sait qu'il a ouvert une porte qu'il ne comprend pas. Il annonça finalement 1 mois de congé payé pour tout le monde, le temps de réorganiser et de traiter le problème. Mei Ling et Jia Yu profitèrent de cette pause pour chercher ailleurs. Elles trouvèrent rapidement un nouveau travail et quand la clinique rouvrit, elles ne revinrent jamais. Avec le temps, elles entendirent des nouvelles indirectes du docteur Lin. Sa vie se serait effondrée. Divorce, rupture familiale, santé en déclin, et plusieurs de ses cliniques auraient fermé, entraînant de lourdes pertes. Comme si tout ce qu'il avait gagné trop vite lui avait été arraché d'un seul geste. Quant à ceux qui dansaient dans le sous-sol, Mei Ling et Jia Yu n'ont jamais su exactement. Était-ce une seule entité ou un groupe d'entités? Les ombres qu'elles avaient vues sur la caméra semblaient nombreuses. Peut-être que certaines sont restées là, derrière ces murs, dans un espace qu'on n'a pas construit pour les vivants. Ou peut-être qu'elles ont suivi le docteur Lee comme une dette. Avant de vous laisser, je vais essayer de donner un peu de contexte culturel, parce que cette histoire s'appuie sur des croyances réelles et très taboues dans une partie de l'Asie. Dans certaines traditions, il existe des pratiques occultes où l'on élève des esprits. L'idée n'est pas de faire apparaître un fantôme par jeu, mais de l'attacher à une personne ou à un lieu, de le nourrir par des offrandes, de l'entretenir et d'obtenir en échange de la chance, de la protection ou de l'argent. Ces pactes sont souvent décrits comme une relation de dépendance. Si vous acceptez, vous devez continuer d'entretenir cette entité. Si jamais vous cessez, vous vous doutez que cette entité ou esprit ne disparaîtra pas gentiment. À ce moment-là, elle peut réclamer ce qu'on lui a promis d'une autre manière. On dit parfois, dans un proverbe chinois, qu'il est facile d'inviter l'invisible, mais très difficile de le renvoyer. Alors, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a frappé à ces grilles? Qu'est-ce qui a éteint les lumières, déplacé l'argent, dansé devant la caméra? Était-ce une punition, une conséquence, une forme de retour de flamme ou quelque chose de bien plus ancien, attiré par l'ouverture d'une porte interdite?